Je vais présenter un tout petit peu plus. Alors, Amandine Cornille, que je vois là-haut dans sa petite fenêtre. Donc, elle travaille ici sur le Moulon en génétique, dans un laboratoire de génétique quantitative et évolution. Et elle s'intéresse au problème de l'impact du changement climatique et de l'émergence de nouveaux ravageurs sur les arbres fruitiers. Et elle est intéressée également pour collaborer avec des structures associatives, des acteurs locaux. Et je pense qu'elle nous parlera de son expérience développer un verger conservatoire expérimental de pommiers sauvages sur le plateau de Saclay. Et à travers son expérience de chercheuse, elle pourra illustrer concrètement comment elle se pose dans ses pratiques. C'est les questions qui ont été abordées par Frédéric Thomas tout de suite. Alors, donc, je vais lui passer la parole et puis j'espère qu'on aura quand même un temps suffisant pour que vous pourrez rester un peu plus pour qu'on puisse débattre après ces deux interventions. Bonjour à tous, un grand merci pour cette introduction et un grand merci pour cette invitation à ce topic super intéressant et qui est complètement d'actualité. Hein. On est en plein dedans en ce moment, on fait notre recherche. Je voulais juste être sûre, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, on voit. Super. Ok, du coup, un grand merci aussi pour la présentation de mon collègue Frédéric Thomas. Donc, je vais essayer de cadrer dans le timing. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer quelles sont les opportunités, les défis qu'implique le protocole de Nagoya dans nos recherches, en particulier sur les effets du changement climatique sur les arbres fruitiers. Donc, c'est des recherches qu'on effectue au laboratoire génétique quantitative et évolution sur le plateau. Donc, comment les populations s'adaptent à leur environnement, au changement climatique, c'est des questions qu'on se pose à l'heure actuelle. Et ce que nous, on appelle changements globaux, c'est par exemple l'émergence de nouvelles maladies, telles que la Covid-19 ou la malaria, l'émergence de ravageurs, tels que les pucerons sur les cultures ou le changement climatique. Alors, ça s'avère qu'on se pose ces questions sur les arbres fruitiers, qui sont des espèces clés dans les écosystèmes et les agrosystèmes. Les arbres sont souvent des espèces clés de voûte qui vont fournir de la nourriture pour les insectes, aussi des lieux de protection pour plusieurs espèces et vont produire aussi, pour certains, des fruits qui vont être source de nourriture et qui sont aussi source de nourriture pour nous dans les agrosystèmes. Or, à l'heure actuelle, en fait, on connaît très peu la réponse des arbres fruitiers aux changements globaux. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les activités humaines, la domestication, l'agriculture ont eu des conséquences sur les arbres fruitiers. En fait, la plupart des vergers dans lesquels on va cultiver, par exemple, les oliviers, les pommiers ou les bananiers, pendant très longtemps, on a uniquement utilisé un clone qui était présent sur des grandes superficies. Et donc, ce type de pratiques agricoles ont eu des conséquences sur l'émergence de pathogènes tels que Erwinia chez les pommiers ou Xylella chez les oliviers et Fusarium chez les bananiers. Donc oui, en fait, on s'intéresse à la réponse des populations aux changements globaux. Donc, ce que nous, on appelle changements globaux, c'est l'émergence de nouvelles maladies, telles que la malaria ou la Covid-19, les attaques de pucerons sur les cultures ou le changement climatique. Et donc, comme je vous le disais, on se pose ces questions chez les arbres fruitiers, qui sont des espèces clés dans les agrosystèmes et les écosystèmes. Dans les écosystèmes, c'est des espèces clés de voûte qui peuvent fournir une source de nourriture pour les insectes, une source de protection pour d'autres espèces, ou aussi une source de nourriture aussi pour les animaux. Et aussi pour nous, vous connaissez probablement les pommiers, les poiriers, les pêchers, etc. Or, à l'heure actuelle, on connaît très peu la réponse de ces fruitiers au changement climatique. Ce qu'on sait, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que les activités humaines ou les pratiques agricoles ont un impact sur les productions fruitières. L'utilisation, en tout cas, d'un même clone dans les vergers sur de très larges superficies ont favorisé l'émergence de parasites tels que Erwinia chez les pommiers, Xylella chez les oliviers ou Fusarium. Et donc, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que la diversité et les échanges génétiques au sein des compartiments cultivés et entre compartiments
cultivées sauvages sont la clé en fait d'une agriculture plus résiliente. Alors donc, comprendre la réponse des arbres fruitiers, c'est regarder à la fois les populations cultivées et sauvages. Et donc, pour comprendre leur réponse, déjà, il faut pouvoir les identifier avant. Et donc, quand on s'intéresse à cette question de la réponse des arbres fruitiers au changement climatique, on va dans un premier temps reconstruire l'histoire évolutive des espèces cultivées. Quelle est leur origine ? Quels sont les contributeurs, les progéniteurs initiaux et où, et comment l'espèce cultivée a été diffusée à travers le monde, vers où et quels sont les contributeurs. Donc, par exemple, ici, vous avez une carte de l'Eurasie. Par exemple, si on a une espèce cultivée qui vient d'Asie centrale, quel est son progéniteur? D'où vient-il? Bon, là, par exemple, d'Asie centrale. Et ensuite, est-ce qu'il a été dispersé à travers l'Eurasie et quels sont les autres contributeurs additionnels qui ont pu intervenir un peu plus tard? Une fois qu'on a la réponse à ces questions, donc on sait quelles sont les espèces sauvages qui vont intervenir dans la domestication de notre espèce cultivée, ensuite on peut comprendre la réponse au changement climatique et aux parasites de ces complexes cultivés sauvages en faisant à la fois des expériences en chambre de croissance, en milieu naturel, et aussi on peut utiliser des approches de génomique pour détecter les gènes associés à l'adaptation, soit aux conditions abiotiques ou aux conditions biotiques. Et en fait, l'ensemble de ces questions font appel à des ressources génétiques, à un accès à des ressources génétiques et aussi à une connaissance des pratiques traditionnelles d'utilisation de ces ressources génétiques dans différents pays. Alors, l'ensemble de l'accès à ces ressources vont permettre de répondre à la fois à des questions de recherche fondamentale pour mieux comprendre les mécanismes évolutifs à l'origine de la diversité. Donc ça, c'est des questions que Darwin se posait déjà dans les années 1850. Et aussi en termes de recherche appliquée et en industrie, où on va essayer de savoir quelles ressources génétiques utiliser, pourquoi et quand l'utiliser. Et donc là, j'en viens à la notion de ressources génétiques, alors de diversité génétique sauvage et de ressources génétiques cultivées et les changements globaux. Donc, il faut savoir que ces ressources génétiques, pour nous, c'est un matériel de base en amélioration variétale. On a des sources de résistance potentielles au stress biotique et abiotique, potentiellement chez les populations sauvages. Et c'est des questions qui viennent de plus en plus d'actualité. On s'est longtemps focalisé sur les ressources cultivées, mais maintenant on se rend compte qu'il faut repartir sur la diversité qu'on peut trouver dans les populations sauvages pour créer de nouvelles variétés dans un contexte de changement global où on a le changement climatique et potentiellement l'émergence de nouveaux pathogènes et ravageurs, et dans un contexte où la population humaine croît de manière exponentielle. Sauf que l'ensemble des pays sont interdépendants pour leur production. Ici, vous avez une carte qui répertorie plus ou moins l'utilisation de différentes cultures dans différents pays du monde avec leur origine respective. Et donc, tous les pays sont interdépendants. C'est ce qu'expliquait mon collègue tout à l'heure, Frédéric Thomas. Et donc, de par l'ensemble de ces informations, le protocole de Nagoya est né. Alors souvent, quand on parle du protocole de Nagoya, il y en a beaucoup qui disent le protocole de Nagoya, what is it? En fait, le protocole de Nagoya, c'est un traité international qui stipule qu'on doit avoir, enfin en tout cas qui cadre l'accès aux ressources génétiques et stipule qu'il faut qu'il y ait un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Alors, pour vous expliquer pourquoi on est venu à mettre en place ce protocole de Nagoya, je vais vous expliquer un peu son histoire. Donc, en fait, avant le protocole de Nagoya en 1992, il y a eu le sommet des nations où la convention sur la diversité biologique a été signée et ratifiée. Donc, ratifié, c'est un terme juridique pour dire que ça a été validé de manière juridique dans chacun des pays. Donc, entre le moment où on signe la convention en 1992 et le moment où c'est ratifié par les pays, ça peut prendre du temps, parce que chaque pays a ses lois. Donc, je suis loin d'être experte juridique sur ces questions. J'essaie de vous donner quelques éléments là-dessus. Et donc, cette convention a été signée et ratifiée. Alors, cette convention stipule qu'il faut conserver la biodiversité, qu'il faut faire une utilisation durable des ressources qui en découlent et qu'il faut qu'il y ait un partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Alors, dans le concept, cette convention était très bien. Vous avez une des applications d'ailleurs de cette convention à l'échelle de l'Europe qui est un programme appelé Natura 2000. Vous en avez peut-être entendu parler.
Sauf que dans la pratique, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que c'était assez difficile à mettre en place. Et c'est 18 ans après, en fait, en 2010, pendant la COP 2010, on a proposé le protocole de Nagoya. Ce protocole, en fait, vise à améliorer justement l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à leur utilisation, puisqu'en fait, elles avaient été limitées suite à la CLD, à la Convention de la diversité biologique. Elle vise aussi à un partage plus juste et équitable des avantages et une conformité entre les parties prenantes, c'est-à-dire éviter les fraudes et être sûr que les personnes qui nous fournissent le matériel sont juridiquement reconnues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en fait, le protocole de Nagoya ? Donc ici, vous avez un schéma qui résume un peu les différentes étapes qu'on doit suivre si on veut suivre le protocole de Nagoya dans nos recherches. Vous avez une ressource génétique qui peut être une ressource génétique animale, végétale, qui peuvent être aussi des micro-organismes. Vous avez des connaissances traditionnelles qui vont utiliser cette ressource, par exemple des populations autochtones qui vont utiliser des plantes médicinales, ou on va avoir des chercheurs qui s'intéressent à l'histoire évolutive d'une espèce dans leur pays, ou on peut avoir, par exemple, des industriels, non pas des industriels, pardon, on a d'autres cas de figure, mais en gros, on va avoir des fournisseurs qui utilisent justement ces ressources. Ça peut être aussi des fermiers, par exemple. À partir du moment où nous, par exemple, en tant que chercheurs, on est utilisateur de ces ressources, on va contacter ces fournisseurs. Alors, en général, ça se passe, nous, dans notre cadre, par des collaborations. Soit c'est les fournisseurs qui nous contactent pour initier des collaborations ou réciproquement. Et à partir du moment où on veut accéder à ces ressources, on va signer ce qu'on appelle un PIC, un Prior Informed Consent, qui est en fait un document qui va être signé avant d'aller sur le terrain, par exemple. Donc, qui stipule les tenants et les aboutissants du début de la collaboration. Ensuite, une fois que le PIC est signé, on peut aller sur le terrain, échantillonner, récupérer les ressources génétiques, et c'est à ce moment-là qu'on va signer un MTA, un Mutual Transfer Agreement, qui est une convention qui stipule aussi les tenants et les tenants aboutissants de la collaboration, et aussi qui va fournir les ressources, quel va être le partage des données. Par exemple, ça peut être des co-authorship. Et donc, nous, une fois qu'on aura signé ces documents, on va pouvoir utiliser la ressource pour, par exemple, à des fins de recherche. Donc, par exemple, nous, pour nos études de génétique. Et après cette recherche, on va avoir des bénéfices qui peuvent être des publications, qui peuvent être des formations d'étudiants, et ces bénéfices doivent revenir aux fournisseurs qui peuvent aussi aider à améliorer les connaissances traditionnelles. Et donc, l'ensemble de ces bénéfices sont censés être stipulés dans le MTA. Donc, comme vous voyez, c'est un processus qui est avec des étapes qu'on a dû inclure d'ailleurs dans nos recherches. Et donc, quand je vous le disais, le protocole de Nagoya a été proposé en 2010, mais il a été ratifié à différentes dates dans différents pays. Donc, par exemple, ici, en Afrique du Sud, il a été ratifié en 2013 et en France en 2014. Donc, sous un nom appelé la réglementation APA, l'accès et le partage des avantages. Et donc, à partir de 2014, tout matériel échantillonné en France qui relève du Nagoya doit suivre la démarche que je vous ai montrée auparavant. En 2016, ici, vous avez une carte de l'ensemble des parties qui avaient signé et ratifié. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de pays ici par rapport à la Convention pour la biodiversité. En 2018, par exemple, on a le Népal qui a ratifié, Nicaragua et enfin l'Ukraine, et je pense à mes collègues ukrainiens en ce moment d'ailleurs. Et donc, vous voyez que les ratifications, elles se mettent en place et se mettront en place au cours du temps dans plusieurs pays. Et donc, dans le cadre de nos recherches, aujourd'hui, je vais vous montrer comment la mise en place de ce protocole de Nagoya a dû être installée pour accéder à ces ressources génétiques et à ces pratiques traditionnelles pour mieux comprendre l'histoire évolutive du pommier cultivé, son origine, sa diffusion, et ensuite pour la mise en place d'expériences sur le terrain et en chambre de croissance pour mieux comprendre leur réponse au changement climatique. Alors, quand on essaye de comprendre la réponse des pommiers cultivés sauvages aux changements globaux, on va s'intéresser à 4 espèces principales. Donc, le pommier sauvage européen, Malus sylvestris. Donc, c'est l'espèce qui est distribuée à travers l'Europe. Vous voyez sa distribution en bleu. Le pommier sauvage caucasien, Malus orientalis, qui est distribué principalement dans le Caucase, donc Turquie, Arménie et cette partie de la Russie. Le pommier sauvage de l'Asie centrale, donc Malus sylvestris, qui est présent au Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan.
Malus baccata, le pommier sauvage sibérien qui est présent en Sibérie, au sud-est de l'Asie. On a découvert récemment des populations en Chine. Alors, phénotypiquement, ces espèces présentent des pommes très différentes. Malus sylvestris et orientalis présentent des pommes toutes petites et astringentes, alors que Malus sieversii, dans les montagnes en Asie centrale, présente une très grande diversité de formes et de goûts qui peuvent aller à un phénotype qui ressemble à Malus sylvestris vers un phénotype qui ressemble très étrangement à nos pommiers cultivés. Je vous en dirai un peu plus juste après. Et Malus baccata présente des pommes toutes petites qui ressemblent à des saules. Donc, comme vous le voyez, quand on s'intéresse à cette question, on va faire face à différentes législations dans différents pays qui ont ratifié ou non le protocole de Nagoya, et tout ça, ça dépend de quand on a commencé les études. Et aussi, comme je vous le disais, on s'est, dans un premier temps, intéressé à l'histoire de la domestication du pommier. Donc, le pommier cultivé est ancré dans notre culture, dans notre histoire. C'est une espèce qu'on appelle Malus domestica, qui produit l'ensemble des variétés qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Et on a différents savoirs, différentes utilisations à travers le monde. Et toutes ces utilisations, en fait, elles relèvent plus ou moins du protocole de Nagoya selon la date où on a fait nos recherches. Et donc, je vais vous expliquer de manière historique comment nous, on a dû intégrer justement ce protocole. Donc, bien avant qu'on commence des recherches en génétique, on a Nicolas Vavilov, qui est un éminent botaniste russe, qui avait prédit que le pommier cultivé, donc Malus domestica, était originaire d'Asie centrale, dans les montagnes du Tian Shan. Donc ces montagnes, elles jouxtent le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le nord-ouest de la Chine ici. Et dans ces montagnes que vous voyez ici, vous voyez des forêts de fruitiers, pas uniquement de pommiers. Et vous retrouvez des pommiers comme ça ici, qui présentent des pommes qui ressemblent étrangement aux pommiers cultivés. Et donc, Vavilov, à l'époque, quand il a été visiter ces forêts, il expliquait que certaines formes dans cette forêt étaient tellement bonnes en termes de goût et de taille qu'elles pourraient même être mises dans un verger. Et en fait, Nicolas Vavilov avait raison, puisque des outils de génétique dans les années 2000 ont confirmé le statut de Malus sieversii comme le progéniteur du pommier cultivé. Sauf qu'on avait des hypothèses sur des contributeurs additionnels présents le long des routes de la soie. Le scénario étant que Malus domestica avait été domestiqué à partir de Sieversii en Asie centrale. Et ensuite, il a été amené le long des routes de la soie jusqu'en Europe. Et durant ce voyage, Malus domestica s'est hybridé, a échangé des flux de gènes avec différentes espèces. Tout d'abord Malus baccata, ensuite Malus orientalis dans le Caucase. Et ensuite, quand les Grecs et les Romains ont amené le pommier cultivé en Europe il y a environ 1500 ans, donc ça, c'est des datations qui sont estimées à partir de restes de pépins, on a eu potentiellement une contribution de Malus sylvestris au génome du pommier cultivé. Sauf qu'à l'époque, donc c'était dans les années 2010, au début de ma thèse, on n'avait pas du tout d'indices pour valider ou non ces hypothèses. Donc, on a commencé à établir des collaborations entre pays, donc différents pays, on pouvait trouver ces pommiers. On a échantillonné des feuilles, soit via des appels à échantillonnage, principalement en Europe, soit via des expéditions sur le terrain. Et donc ça, si vous notez bien la date, c'était avant la ratification du protocole de Nagoya en France. Donc on a échantillonné des populations de Malus sylvestris, de Malus orientalis, de Malus sieversii et aussi de Malus baccata, et aussi des variétés domestiquées. Et donc, je n'entrerai pas dans les détails, mais du coup, mon collègue Frédéric Thomas a parlé du tirpa, et donc Malus domestica relève non pas du Nagoya, mais du tirpa. Donc, on a mis en place des collaborations et on a récupéré des feuilles dont on a extrait l'ADN, et ensuite, on a amplifié des marqueurs génétiques qui nous ont permis de montrer qu'on avait une contribution secondaire majeure du pommier sauvage européen à l'histoire de la domestication du pommier cultivé. Donc, le scénario étant qu'on a une divergence de Malus sieversii, le pommier d'Asie centrale, et de Malus sylvestris, le pommier européen, il y a environ 100 000 ans. Il y a 15 000 ans, on a une divergence du pommier sauvage caucasien à partir du pommier sauvage d'Asie centrale. Il y a 10 000 ans, on a, dans les montagnes du Tian Shan, la domestication du pommier cultivé. Et il y a 1500 ans, lorsque les Grecs et les Romains ont amené le pommier cultivé en Europe, on a une contribution par des introgressions, c'est-à-dire des hybridations du pommier sauvage européen vers le pommier cultivé, qui a donné la diversité génétique qu'on observe dans le pool génétique cultivé à l'heure actuelle.
Donc, c'était très intéressant pour nous de savoir qu'on avait une domestication initiale à partir d'une espèce dans un lieu donné, et ensuite, on avait diffusion à travers une autre aire géographique et une contribution via des flux de gènes récents. Alors, à l'époque, comme je vous le disais, le Nagoya n'était pas du tout ratifié en France et encore moins dans les pays concernés où on avait échantillonné. Par contre, on inclut tout le temps, en termes de co-auteurs, les personnes qui nous avaient aidés et qui nous aident. D'ailleurs, c'est toujours quelque chose qu'on fait. Mais il n'y avait pas forcément de MTA qui stipulait ces obligations. Donc, tout dépendait du bon vouloir des chercheurs. En gros, c'était un peu ça à l'époque. Et donc, nous, à l'époque, on avait inclus tous nos partenaires. Un peu plus tard, donc là, en 2016, donc là, le Nagoya Protocol était appliqué et ratifié en France. On a commencé à s'intéresser à la contribution du pommier sauvage caucasien à l'histoire de la domestication du pommier cultivé via un financement Campus France qui nous a permis de collaborer avec Hamid Bina et Ahmed Youssefzadeh, où on est parti dans les forêts en Iran sur 3 ans et on a échantillonné des populations de pommiers sauvages caucasiens qu'on a génotypés à l'aide de marqueurs génétiques. Et on a montré que cette espèce était aussi un contributeur au génome du pommier cultivé, qu'on avait d'ailleurs une domestication indépendante dans cette région. À cette époque, le protocole de Nagoya est ratifié en France, mais pas en Iran ni en Arménie. Mais maintenant, il est nécessaire de faire des MTA pour publier. Donc, comment avons-nous validé le protocole de Nagoya? Donc, si je reprends le schéma initial, on a des ressources génétiques, ici des feuilles, des connaissances traditionnelles de l'utilisation des pommiers cultivés locaux en Iran ou aussi des populations sauvages en Iran. On a fait appel à un fournisseur qui était Ahmed, sur place, un chercheur. On a signé, avant d'aller sur le terrain, un PIC. Une fois qu'on était arrivé sur le terrain, on a en même temps signé un MTA. Et ensuite, on est reparti avec les feuilles au laboratoire Gécueux-le-Moulon. Hamid est aussi venu visiter le labo pour analyser les données génétiques. Et ensuite, on a analysé à l'aide d'outils génétiques l'histoire de la domestication du pommier. On a publié cet article, et donc Hamid est premier auteur, Ahmed deuxième auteur. Et donc, on a eu aussi la formation d'Hamid dans ces outils de génétique des populations. Et donc, tous ces tenants et les aboutissants étaient notés dans le MTA. Donc, pour vous donner un peu une timeline, on a commencé cette collaboration en 2016 et on est en train de la finir en 2022. Et de la même manière, en fait, on s'est aussi intéressé à la contribution du pommier sibérien, pommier sauvage sibérien, aux poules cultivées. Et donc, on l'a réalisé avec Shilong Shen, qui est postdoc dans mon équipe. Et donc, Shilong, quand il est arrivé en postdoc, avait déjà extrait et obtenu des séquences de pommiers cultivés chinois. Alors, en effet, là, on a fait face à une autre limite, c'est-à-dire qu'en Chine, on n'autorise pas de sortie de matériel vivant. Or, ici, on n'utilisait pas uniquement quelques marqueurs génétiques dans les génomes, mais des génomes complets. Et donc, pour réaliser des extractions d'ADN, on a besoin de matériel vivant. Donc, on a besoin de pépins qu'on fait ensuite pousser, et on a besoin ensuite de faire des extractions. Donc, les extractions et le séquençage ont été réalisés en Chine, et les analyses en France, et on a signé des MTA et des PIC. Ce qu'on montre globalement, c'est que l'histoire de la domestication du pommier est une histoire complexe de domestication. On a beaucoup d'échanges génétiques sauvages et cultivés. Et vous voyez qu'entre les années 2000 et 2016, on a dû faire évoluer nos pratiques en termes de signature de MTA, mais ça permet d'avoir un cadre et une meilleure traçabilité, et j'en parlerai à la fin de ma présentation. Alors, réciproquement, donc on a vu qu'on avait beaucoup d'échanges génétiques entre le pommier sauvage et le pommier cultivé. On parle de contribution quand on parle du pommier sauvage vers le pommier cultivé. Mais ce qu'on a montré aussi sur la base de marqueurs génétiques, c'est qu'on avait énormément d'échanges génétiques divergés de pommiers cultivés vers les populations naturelles de pommiers sauvages en Europe. Et donc ça, c'est des résultats qu'on avait montrés avant la mise en place de la ratification du protocole de Nagoya en France. Donc, en voyant en fait qu'il y avait des hybridations massives avec le pommier cultivé, en plus on sait que les habitats sont fragmentés et sont menacés de fragmentation pour le pommier sauvage, on a conclu qu'il y avait potentiellement un appauvrissement des ressources génétiques sauvages pour l'amélioration variétale. Et donc, on a décidé de mettre en place des programmes de conservation de cette espèce sauvage. Sauf que pour mettre en place des programmes de conservation de n'importe quelle espèce, il faut bien connaître sa diversité génétique et le nombre de populations qu'il faut conserver.
Et donc, en utilisant des marqueurs génétiques, on a montré que chez le pommier sauvage européen, on avait 5 groupes génétiques distincts. Un en Scandinavie, un en Europe de l'Est, ici en rouge, un en Italie en violet, et 2 en France, en vert et en jaune ici. Donc, ces analyses avaient été réalisées à partir de feuilles échantillonnées avant 2014, donc ne relevaient pas du Nagoya Protocol. Donc là, je ne parle uniquement que de la date de ratification en France. Évidemment, les dates de ratification étaient différentes pour les différents pays européens, mais je ne rentre pas dans les détails. Si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Ce qu'on a montré aussi, c'est que ces groupes génétiques résultaient des changements climatiques passés. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 ans, on a eu des baisses de température globales à l'échelle de la planète, et la plupart des espèces tempérées ont migré dans le sud de l'Europe, dans ce qu'on appelle des refuges glaciaires en Espagne, en Italie et dans les Balkans. Pendant 10 000 ans, ces populations n'ont plus échangé de gènes et donc se sont différenciées. Il y a 10 000 ans, à l'Holocène, on a eu une remontée des températures et donc les populations sont venues recoloniser le nord de l'Europe et donc sont revenues en contact. Et ces zones de contact, on les voit ici, par exemple, entre le groupe violet et le groupe jaune ou le groupe violet et le groupe rouge. Donc, on sait maintenant que ces 5 groupes génétiques, ces 5 populations, elles ont résisté au changement climatique et potentiellement présentent des allèles ou des gènes associés à l'adaptation au climat. Et donc, ça, c'est des informations qui sont importantes pour les programmes d'amélioration variétale, les programmes de conservation et aussi pour nos recherches plus fondamentales. Donc, on a décidé à l'époque de partir en campagne d'échantillonnage de pépins en Europe issus de ces 5 populations. Donc, on a mis en place une collaboration avec 3 instituts. On a fait aussi appel à la science participative, que je remercie énormément parce qu'on a reçu énormément de pépins d'Europe. Et donc, on est parti sur le terrain en Transylvanie, en Roumanie. On a échantillonné des pommes. On est parti aussi sur le terrain en Autriche. Et on est parti aussi à Fontainebleau avec les croqueurs de pommes, avec Henri Fourré, qui connaît tous les pommiers sauvages de cette forêt, et pas uniquement d'ailleurs. Donc, que je remercie pour toute leur aide. Alors, comment on a procédé par rapport au protocole de Nagoya? C'est un projet qui a commencé en 2016 quand j'étais recrutée au CNRS, au Moulon. On avait des ressources génétiques, cette fois-ci des pépins. On a des connaissances traditionnelles sur leur usage et on a des fournisseurs. Les fournisseurs, c'est l'Office national des forêts. Ça va être aussi les réserves naturelles en Autriche, par exemple, ou en Roumanie. On a aussi des partenaires tels que l'USDA. Et donc, la première chose qu'on a dû faire, avant même d'aller sur le terrain, encore une fois, on a dû signer un PIC. Et ensuite, en parallèle, on signe aussi les MTA qui décrivent les tenants et les aboutissants de la collaboration. Une fois qu'on a les pépins, on a commencé à les utiliser pour les programmes de recherche. Et on a différentes outputs tels que des formations, mais aussi des articles que je vais vous décrire juste après. Et donc, à partir de ces campagnes de pépins, on a mis en place un verger conservatoire expérimental de pommiers sauvages à l'université Paris-Saclay, où on a en fait planté 400 pommiers sauvages issus de ces 5 groupes génétiques. Alors, pour vous donner un peu une idée de ce verger, on a au centre les pommiers sauvages issus des 5 groupes génétiques. On a aussi mis en place une haie bocagère dont la composition a été discutée pendant plus de 2 ans avec différentes personnes qui permettent la recolonisation de la faune locale. Et on a semé une prairie avec les espèces locales du plateau de Saclay. On a aussi mis une fosse pédagogique. Alors, pour vous montrer un peu les étapes du projet, on a eu à peu près 1800 pommiers sauvages, donc issus des pépins qu'on avait récoltés en Europe. Et donc, sur ces 1800 pommiers sauvages, on les a génotypés à l'aide de marqueurs génétiques. On les a aussi phénotypés. Et donc, on est en train de terminer une publication où l'ensemble des partenaires sont co-auteurs de cette publication. Et je tiens à remercier aussi l'ensemble de l'équipe technique qui nous a aidés pour semer l'ensemble de ces pépins. Ça a été beaucoup de travail. Donc ça, c'était en octobre 2019. Et en octobre 2020, donc juste après le confinement, les pommiers l'ont très bien vécu. Certains pommiers faisaient plus de 2 mètres de haut. On a pu planter les pommiers donc, en novembre 2020. Donc là, vous voyez ici une image du verger avec les 400 pommiers. Donc, on a planté les pommiers avec des chercheurs, des personnes en insertion et handicap et aussi des personnes locales du plateau de Saclay, que je tiens aussi à remercier. On a mis fin janvier la fosse pédologique que vous voyez ici et la clôture a été posée. Et enfin, on a tout un programme de médiation scientifique financé par la Diagonale de Paris-Saclay où on a mis un hôtel à insectes pour les visites par les écoles.
Et aussi, vous voyez que la prairie qu'on a semée a bien poussé, puisque quasiment elle dépassait les pommiers à l'époque. Et donc, on a fait les premières mesures aussi sur le terrain avec l'équipe. Donc, on a mesuré les arbres et on a récolté aussi des feuilles pour le séquençage des génomes. Et donc, j'insiste sur la notion de génome, puisque je parlerai de ça tout à l'heure. Et on a fait donc ces mesures phénotypiques. Et l'ensemble de ces informations seront renvoyées aussi aux fournisseurs un peu plus tard et ils seront co-auteurs des papiers associés à ces études. Donc voilà l'ensemble des personnes impliquées que je remercie énormément. Et donc le but de ce verger conservatoire expérimental, c'est de faire une source ex situ de pépins et de greffons pour les programmes de conservation et d'amélioration variétale. Attention, je précise qu'à chaque fois, quand on signe les MTA, il y a une clause comme quoi ils ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales. Donc les pépins ou alors les pépins issus des arbres. C'est un lieu de formation et de médiation sur le plateau de Paris-Saclay pour les lycées agricoles, par exemple TECOMA, les associations locales et les étudiants de Paris-Saclay. Et principalement aussi pour nous, c'est une station de recherche expérimentale pour comprendre l'adaptation au changement climatique et aux parasites des arbres fruitiers. Et en fait, c'est un site pilote puisqu'on est en train de répliquer ce site à travers l'Europe. Donc là, vous voyez une carte où en jaune, ce sont les sites, les vergers qu'on a répliqués en plus du verger de Saclay. Donc, ce sont des vergers à plus petite échelle. Sur le verger de Saclay, on a 400 arbres. Ici, on en a 100. Et donc, on plante 100 arbres ici sur ces différents sites en France. On a aussi des vergers de pommiers cultivés en Belgique, en France et en Espagne. Et ici, vous voyez en blanc les vergers qu'on compte planter bientôt, ce mois-ci, ou le mois prochain d'ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de personnes impliquées avec lesquelles on signe des conventions qui font appel au MTA qu'on a signé avec les différentes parties prenantes lors de nos campagnes d'échantillonnage, qui stipulent qu'on ne peut pas utiliser ces ressources génétiques à des fins commerciales. Et donc, de manière préliminaire à ces projets in natura, on a mis en place une expérience, donc ça c'était en 2019, où on a essayé de comprendre la réponse des pommiers sauvages au climat. Donc, on a semé des pépins issus de nos expéditions dans ce qu'on appelle des simulateurs de climat à l'écotron de Foch-Juif. Et on a suivi leur croissance au cours du temps. Donc, c'est une collaboration qu'on fait avec mon collègue écophysiologue Stéphane Bazot et aussi des personnes au Moulon et beaucoup d'étudiants en master. Et donc, le cœur du projet, c'est d'avoir une approche intégrative où on mesure des paramètres de survie, tels que la physiologie, donc l'activité photosynthétique, les réserves carbone, azote des plantules, des aspects de morphologie, de performance, de croissance. Et en parallèle, on récupère les gènes, donc on séquence les génomes et on regarde les gènes exprimés. Et donc, j'en viens à une des parties de discussion de la fin de ma présentation, qui est que l'ensemble de ces informations, ou peut-être uniquement les génomes séquencés et les gènes exprimés, ce n'est pas super clair pour le moment, sont ce qu'on appelle des données digitales de séquence et qui doivent être partagées. Avec qui, quand, c'est encore un débat. Alors, si je conclue un peu sur cette présentation, je vous montre un peu qu'on est plutôt vers la compréhension de la réponse des pommiers cultivés sauvages aux changements globaux. On a eu besoin d'accéder aux ressources génétiques et aux pratiques traditionnelles pour mieux comprendre l'histoire évolutive du pommier cultivé, qu'on connaît bien maintenant. On sait qu'il y a une origine en Asie centrale à partir de Sibercie et qu'ensuite le pommier a été diffusé vers l'Europe avec des contributions de Malus baccata, Malus orientalis et Malus sylvestris. Et on est en train justement de mieux comprendre, maintenant qu'on connaît bien les espèces sauvages et cultivées, leur réponse au changement climatique via des expériences en chambre de croissance à l'écotron, mais aussi en milieu naturel. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec les vergers de pommiers sauvages et de cultiver à travers l'Europe. Et en parallèle, on a des études que je n'ai pas décrites où on essaie de détecter les gènes associés à cette adaptation. Alors, l'ensemble de ces projets vont nous permettre de mieux comprendre comment les populations s'adaptent à l'environnement, ce qui sont des informations cruciales pour mieux comprendre d'un point de vue fondamental l'origine de la diversité dans les écosystèmes et de l'impact des changements globaux sur la biodiversité. Et ce sont des résultats clés pour l'amélioration variétale. Vous voyez que dans le cadre de nos recherches, le protocole de Nagoya a été clé pour fournir un cadre juridique et une traçabilité avec des bénéfices partagés. Cependant, il y a encore un gros débat sur l'accès ouvert ou non d'ailleurs des données digitales de séquence, qu'on appelle DSI, c'est-à-dire est-ce qu'on inclut ou pas ces DSI dans le protocole de Nagoya.
Et qu'est-ce qu'on appelle DSI? Et c'est toujours pas clair, hein, c'est vraiment un débat à l'heure actuelle. Est-ce que les DSI concernent uniquement les séquences ou est-ce qu'elles concernent aussi l'ensemble des données phénotypiques récupérées sur les individus pour lesquels on a les génomes? Par exemple, les phénotypes, ça pouvait être les mesures de photosynthèse sur mes plantules à l'écotron ou les mesures carbone-azote. Et cette question n'est toujours pas résolue. Un exemple, en fait, je vous invite à lire l'article très intéressant publié dans la SFE Écologie, où ils expliquent que cette crevette empereur et son hôte dans un océan Indien, donc ici, bien que les séquences génétiques de ces espèces sont immatérielles, est-ce que, in fine, ce sont des ressources génétiques? Est-ce qu'elles doivent être incluses ou pas dans le protocole de Nagoya, dans la signature des MTA? C'est une question qui n'est toujours pas résolue. Et en fait, cette question s'inscrit dans un contexte global d'une augmentation de l'utilisation des données de séquences depuis une trentaine d'années. Donc là, par exemple, vous voyez le nombre de séquences déposées dans les bases de données de gènes. Une des plus connues, c'est la GenBank. Donc la GenBank, par exemple, quand on va publier un papier, on va soumettre nos données de séquences et ensuite ces séquences sont accessibles au commun. Et donc on voit clairement une utilisation exponentielle de ces données de séquences. Et donc c'est pour ça que ces questions sur l'utilisation des DSI émergent. Et donc il y a des négociations internationales entre États membres de la Convention internationale sur la biodiversité pour considérer ou non les DSI dans le protocole de Nagoya et dans l'APA. Alors, dans ce cadre-là, il y a des groupes de chercheurs qui essayent de fournir des éléments de discussion aux politiques. Et il y a des scissions qui se font entre principalement les pays développés et non développés qui n'ont pas les mêmes tenants et les mêmes aboutissants. Donc, une question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut conserver les DSI en bien commun et les séparer des avantages? C'est une question qui se pose et je vous invite à lire cet article. Et donc, dans cet article, ils expliquent qu'il faut aller plutôt vers un accès multilatéral des données digitales de séquences. Donc, je vous explique ici, par exemple, on a des données de séquences issues du Kenya. Et là, ici, vous avez l'ensemble des personnes qui utilisent ces données de séquences. Imaginez si on doit signer des MTA à chaque fois qu'on veut utiliser des données de séquences du Kenya. Ça va limiter la recherche. Donc, ça, c'est un des arguments. Donc, l'idée est de découpler, en fait, justement, l'accès aux bénéfices et d'avoir un accès multilatéral des données digitales. Mais il y a d'autres arguments et tout ça, c'est vraiment un débat qui est en cours. Et je vous invite à aller sur ce site qui explique extrêmement bien les tenants et les aboutissants de l'utilisation des DSI. Et c'est d'ailleurs des choses qu'on discute à l'heure actuelle entre collègues. Et sur ce, je voulais vous remercier pour votre attention. Je voulais remercier l'ensemble des partenaires qui aident sur l'ensemble de ces projets. Comme vous voyez, c'est une synergie d'acteurs locaux, régionaux, nationaux pour conserver la biodiversité et les pommiers sauvages. Je veux aussi remercier l'ensemble des personnes qui m'aident à travers différents labos. Je n'ai pas le temps de tous les citer. Et en particulier, mon équipe avec l'ensemble des personnes qui m'aident au quotidien. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et je serai heureuse de répondre à vos questions.